Bonjour à tous. Dans un mois, le premier tour de l'élection présidentielle. France 3 donne la parole aux représentants de tous les candidats pour passer en revue l'actualité de la campagne et mettre en avant des thèmes choisis par nos invités. Il sera question ce matin d'économie et d'éducation. Avec nous en direct, François-Xavier Dugourc. Bonjour. Bonjour. Pour Les Républicains, vous êtes vice-président du conseil départemental de la Côte d'Or et soutien donc de François Fillon. Face à vous, Philippe Baumel. Bonjour. Bonjour. Pour le Parti socialiste, la députée de Saône-et-Loire, et vous soutenez la candidature de Benoît Hamon. Yves Ollinger, bonjour. Bonjour. Pour le nouveau parti anticapitaliste en Côte d'Or, représentant de Philippe Poutou. Et puis Maxime Thiebaud, bonjour. Bonjour monsieur. Délégué national de Boula France et soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Je précise que l'équipe de campagne de Jacques Cheminade n'a pas donné suite à notre invitation d'un représentant de ce candidat en Bourgogne. Et puis pour répondre à une remarque d'un internaute, rappelant qu'il y avait 11 candidats, nous ne l'avons pas oublié. Sachez que nous organisons des débats chaque semaine et que tout le monde aura donc la parole selon les règles édictées par le Conseil de l'audiovisuel. Pour planter le décor, commençons par ce sondage publié en fin de semaine. Nous sommes d'accord, il n'est le reflet que de l'opinion à un instant donné, mais les chiffres peuvent expliquer des tensions ou des changements dans les campagnes. En tête, vous le voyez, il y aurait donc Emmanuel Macron, premier tour, devant Marine Le Pen. François Fillon est à 18%, Jean-Luc Mélenchon 13,5%, Benoît Hamon 12,5%, Nicolas Dupont-Aignan 4%. Les autres candidats, Jean Lassalle à 1%, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jacques Cheminade et François Asselineau sont crédités de moins de 0,5% d'intention de vote. Précisons également qu'une autre étude en début de semaine donnée pour la Bourgogne-Franche-Comté cette fois, Marine Le Pen en tête dans notre grande région. Une question à chacun d'entre vous sur ce qui s'est passé cette semaine. François-Xavier Dugourc, d'abord. François Fillon perd 3 points en un mois. Les attaques contre François Hollande et cette histoire de cabinet noir révélée jeudi, qui sera à l'origine de ces déboires, est-ce que c'est la solution pour inverser cette courbe ? Alors déjà, un petit mot sur les sondages. On se rappelle de toute une série d'autres échéances où on donnait ce type de résultat et on a vu le résultat final qui était extrêmement différent. C'est pour ça que je dis que c'est un instantané au moment donné. Voilà. Et deuxième élément, il semblerait qu'il y ait encore 4 Français sur 10 qui ne se soient pas prononcés et qui n'aient pas encore établi son choix. Alors la stratégie, par exemple, attaquer François Hollande sur ce cabinet noir. La stratégie de François Fillon, elle est simple, c'est qu'on puisse parler des projets. Parce que cette campagne, elle oublie les projets. Elle oublie ce qu'on veut faire pour la France. Elle est aujourd'hui accaparée par un certain nombre d'affaires, qui concernent d'ailleurs, je le remarque, un certain nombre de candidats. Et donc l'objectif de François Fillon, c'est qu'on parle enfin du fond. C'est-à-dire c'est ça l'enjeu de ces élections présidentielles. Et à partir de là, effectivement, il a fait le constat d'un certain nombre de choses sur ce qu'il est. Il est attaqué, et semble-t-il, par la justice. Plusieurs constats. Premièrement, c'est que cette justice, de manière assez exceptionnelle, va très vite. On sait qu'en France, il y a quand même des lenteurs dans la justice. C'est, semble-t-il, pas le cas sur l'affaire qui le concerne. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est absolument hallucinant. C'est la façon dont un certain nombre d'informations qui concernent cette instruction judiciaire, qui doit aller au bout et qui doit être portée de manière juste et équilibrée entre les accusations et les défenseurs, il y a un certain nombre d'informations qui sont publiées dans la presse. Ça veut dire que François Fillon, il est jugé avant, il est même condamné avant de pouvoir s'exprimer, être défendu et donc être jugé. C'est quand même absolument hallucinant. Un complot, ça vous semble plausible, Philippe Baumel ? François Hollande a été attaqué. Non, il n'y a pas de complot. Je pense que tout ça, c'est un écran de fumée que M. Fillon veut orchestrer, en vérité, pour ne pas parler davantage de son projet, mais pour éviter que l'on parle du fond des choses. C'est en vérité, malheureusement, les fautes commises, dont il s'est d'ailleurs lui-même excusé déjà à plusieurs reprises. Sauf que dans ce pays, il y a un droit, il y a un certain nombre de lois qu'il faut savoir respecter, et particulièrement lorsqu'on veut être président de la République, on se doit d'être exempt de toute propension au doute, à cette capacité d'avoir ou pas respecté les lois. Et puisqu'il s'en est déjà excusé à 3 reprises, il a donc bien fait la preuve qu'il n'avait pas respecté la loi. Pas plus pour l'emploi de son épouse, dont personne aujourd'hui, même pas lui, ne peut attester qu'elle a jamais travaillé pour lui, et pas plus non plus pour ces cadeaux faramineux qu'il reçoit, dont il nous dit lui-même qu'ils sont désintéressés. Mais enfin, quand on voit les sommes astronomiques que ça concerne, sincèrement, ça devient indécent. Donc je pense en vérité qu'il y a un vrai problème avec cette candidature, qui est une candidature qui est hors des clous. Et aujourd'hui, on essaie de créer une affaire dans l'affaire avec la stratégie du cabinet noir que l'on a sorti d'un roman féerique en quelque sorte, mais qui ne correspond à rien en ce qui concerne la réalité exercée par le pouvoir. Sur ce sujet, Yves Ollinger.
Mais écoutez, de toute façon, la justice, effectivement, en France, a des fois curieusement rapide, mais pas forcément pour les mêmes personnes. Parce que quand Philippe Poutou manifeste au salon de l'auto devant le stand de Ford pour défendre son emploi, parce que lui, c'est sa survie économique et sociale qu'il défendait avec celle de ses camarades de travail, là, il est convoqué en un temps record, effectivement, devant le tribunal. Donc, et comme d'autres syndicalistes, comme beaucoup de comparutions immédiates et ainsi de suite. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a bien de justice à deux vitesses dans ce pays, mais les résultats des investigations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Maxime Thiebaud. Moi, je suis fatigué de ces affaires. On a 30 jours de l'élection présidentielle. On ne parle pas du tout des problèmes. Hier, j'avais un pompier de Chalon-sur-Saône au téléphone qui me disait que le manque de moyens était de plus en plus criant. Nos services publics sont de plus en plus délaissés. Et là, on nous sort l'affaire du cabinet noir. À chaque fois qu'un candidat à l'élection présidentielle s'est trouvé en chute libre, il a sorti le cabinet noir du gouvernement. Donc je pense que M. Fillon est totalement ratiboisé de cette élection présidentielle, qu'il faut incarner une vraie politique à droite, que Nicolas Dupont-Aignan incarne cette politique aussi bien sur le programme que sur l'éthique et les valeurs du candidat, parce que le vrai problème, c'est qu'à droite, on attend quelqu'un qui, en tout cas, incarne une certaine carrure, et ce n'est plus le cas de M. Fillon. En tout cas, moi, je trouve totalement indigne qu'il se soit fait payer des costards. Enfin, moi, je travaille pour me payer mes costards. Je peux vous dire que celui-ci m'a coûté 300 €. Mes chaussettes qui viennent de chez Perrin à Mont-Solémine, elles m'ont coûté une vingtaine d'euros. Mais en tout cas, je les ai payées. Je sais la valeur travail. Je sais ce que c'est derrière. Et quand on voit 10 000 € payés par une personne d'autre, quand on voit des montres, quand on voit tout un tas d'affaires, mais cette personne est totalement déconnectée des réalités. Et je ne vois pas dans quelle mesure elle pourrait représenter les Français pendant 5 ans. Autre actualité de la semaine, les soutiens à Emmanuel Macron, ils sont nombreux, à gauche comme à droite. Il y a eu Dominique Perben cette semaine, l'ancien maire de Châlons et ancien ministre de Jacques Chirac. Philippe Baumel, vous avez des mots très durs envers ceux qui quittent le navire socialiste pour rejoindre Emmanuel Macron, comme l'ex-ministre Jean-Yves Le Drian. Pourquoi n'y aurait-il pas des ralliements sincères ? Mais parce que tout ça vient à point nommé et est totalement orchestré. Quand vous voyez jour après jour s'égrener certains ralliements et pas d'autres, quand on voit ô combien les médias sont attirés pour parler de ces ralliements, parce qu'il s'agit évidemment de personnalités significatives, quand j'apprends par exemple que le ministre de la Défense socialiste choisit le jour où le candidat socialiste présente son projet en matière de défense pour dire que finalement il le lâche, je considère que cela n'est pas acceptable. On ne peut pas être membre d'un parti politique et ne pas respecter les choix qui sont faits, non seulement par les militants de ce parti politique, mais en plus par tous ceux qui ont accepté de participer aux primaires et qui ont fait un libre choix à gauche de choisir à plus de 2 millions Benoît Hamon. Donc voilà, il y a une logique en quelque sorte lorsqu'on veut construire dans une démarche notamment de présidentielle. Et si on s'en exempt, ça veut dire qu'on est en quelque sorte un diviseur, peut-être même un casseur de son propre camp. Des ralliements à gauche comme à droite. C'est vrai que la logique, on a du mal un peu à la suivre à gauche, honnêtement, M. Bobel. Hein. Parce que, donc, il y avait du monde au Zénith de Dijon. On a vu les images du Zénith de Dijon pour le meeting jeudi. Il y avait des gens de la gauche comme de la droite. Vous défendez un candidat, M. Hamon, vous portez la candidature de M. Hamon, qui était un frondeur de M. Hollande, hein, qui a donc combattu la politique de M. Hollande. Maintenant, vous revendiquez la politique de M. Hollande, d'après ce que j'ai compris. C'est quand même c'est quand même votre capital. Vous êtes le candidat de M. Hollande. Et M. Hollande, ses principaux ministres partent chez M. Macron. Donc on a effectivement un peu de mal à suivre la gauche, honnêtement, parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'en fait, vous n'êtes d'accord sur rien. Vous n'êtes d'accord sur rien. Il n'y a rien qui vous lie. Il n'y a pas de projet. C'est toute la différence avec François Fillon et avec son programme. Moi, je pense sincèrement qu'en fait, le candidat de François Hollande, c'est Macron. En tout cas, on est en train de voir un Hollande bis qui est en train d'apparaître, qui s'appelle M. Macron. La primaire socialiste, elle se joue au premier tour de la présidentielle. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'en réalité, c'est le premier tour de la présidentielle où les gens doivent choisir, et c'est pour ça que j'étais contre la logique totale des primaires. Finalement, on avait un mauvais candidat à droite, et on voit un mauvais candidat à gauche, donc c'est bien, parce que ça va jouer au premier tour. Le problème, c'est que M. Macron, c'est impossible. On a un faux modernisme. En fait, c'est un peu comme un iPhone. Vous achetez un iPhone, non plus pour ce qu'il vous propose, mais parce qu'il semble moderne. Et au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte que finalement, il n'est pas mieux que les autres. Et ben Macron, c'est un iPhone de la politique. Dans 2 semaines, on va se rendre compte qu'il sert à rien, et qu'il a aucune idée. Et ça, c'est dramatique. Voilà, je vous êtes en retard sur les temps de parole. C'est clair que, en ce qui concerne la candidature Macron, c'est une formation attrape-tout.
De ce point de vue-là, il n'y a guère de doute. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que la politique de M. Macron vise à prolonger clairement et nettement la politique faussement de gauche qu'a pratiquée M. Hollande pendant son mandat, et elle a prolongé en la durcissant, puisque dans son programme, ils disent même à durcir la loi El Khomri, que tous ceux qui sont réellement convaincus de l'intérêt des classes populaires doivent rejeter, doivent abolir et s'engager à abolir à l'occasion de ce scrutin notamment. Nous parlons des programmes des candidats dans cette émission chaque dimanche. Vous avez souhaité parler d'économie et d'éducation. Commençons par l'économie avec vous, Philippe Baumel. Dans le programme de Benoît Hamon, au moins 50% des marchés publics français doivent bénéficier à des PME, TPE, PMI ou à des structures d'économie sociale et solidaire. Comment mettre en place cette mesure? La procédure d'appel d'offres fait que toutes les entreprises peuvent participer, pas que des TPE ou des entreprises que l'on veut privilégier. Oui, mais je crois qu'on peut faire en sorte, notamment en introduisant de nouvelles clauses, notamment environnementales ou sociales, mettre en capacité justement des critères nouveaux qui flécheront plus ou moins directement vers les entreprises d'un territoire donné, les marchés d'un certain nombre de collectivités notamment et de l'État aussi. Je pense que c'est très important parce que ça permettra véritablement de faire en sorte que l'argent qui est payé par les contribuables à travers leurs impôts bénéficie véritablement au développement du territoire où ils vivent et des entreprises où ils vivent et à la création d'emplois en proximité. Je pense que c'est une des solutions qu'il faut savoir exercer et c'est très important aussi par rapport à l'économie sociale et solidaire qui s'est beaucoup développée ces dernières années pour être en capacité justement de la privilégier, de la favoriser parce qu'on sait qu'elle correspond aussi à un public de chômeurs qui sont durablement parfois dans le chômage, qui ont besoin d'être accompagnés dans des entreprises qui savent les accompagner justement pour le retour durable à l'emploi. Et bien ces entreprises-là, il faut qu'elles aient un certain nombre de marchés. C'est donc privilégier le Made in France, Maxime Thiebaut, c'est un thème qui devrait vous parler? Oui, bien sûr, mais moi je suis assez scandalisé. Sous le précédent gouvernement, on a eu une réforme du Code des marchés publics, carrément une suppression du Code, avec une loi illisible, où moi, par exemple, je suis juriste des collectivités territoriales, on a mis 6 mois à la comprendre. Alors imaginez les TPE, les PME, le temps qu'elles ont mis pour les comprendre. C'est quand même le gouvernement socialiste qui l'a mis en place. Au final, ce sont des grosses boîtes qui sont privilégiées par rapport aux PME et aux TPE. J'en parlais à la CAPEB vendredi soir à Chalon-sur-Saône, où bizarrement, il n'y avait pas de représentants, du moins il n'y avait pas de représentant de M. Hamon digne de ce nom, c'est-à-dire que Mme Untermaier, qui est députée socialiste, a refusé de venir et a préféré envoyer un de ses collaborateurs. Sous-entendu, bon, on n'est pas trop intéressé par la question de l'emploi local, mais il faut, c'est sûr, privilégier l'achat dans la commande publique de produits locaux. C'est pourquoi Nicolas Dupont-Aignan veut que 75% de l'achat public soit réservé à des entreprises qui produisent en France et 50% à des PME locales. François-Xavier Ducourt. Je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Simplement, il faut distinguer la parole et les actes. Nous agissons. C'est-à-dire que moi, je suis premier vice-président du conseil départemental de la Côte d'Or. Aujourd'hui, 85% de nos marchés sont attribués à des PME du département. Je suis président d'un office HLM, Orvitis, et c'est la même proportion. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé de manière très concrète avec les fédérations professionnelles, dans le respect du Code des marchés publics, pour permettre aux PME, aux entreprises de notre département de travailler en Côte d'Or et de créer de l'emploi en Côte d'Or. Je crois que c'est ça. Au-delà d'effectivement, on a un certain nombre de freins nationaux. Il faut effectivement, concrètement, que ceux qui sont en responsabilité, ils puissent appliquer leurs promesses. Et nous le faisons. Nous le faisons en Côte d'Or. On peut vous renvoyer la balle l'un et l'autre. La directive Bolkestein de 2006 sur les travailleurs détachés, elle a été mise en place par le gouvernement Fillon et ensuite elle a été avalisée par le gouvernement de M. Valls. C'est-à-dire les deux gouvernements. Vous avez été tous les deux d'accord pour mettre en place une directive de travailleurs détachés qui fait que des travailleurs qui viennent de pays étrangers sont payés au salaire français mais avec les charges du pays d'origine. Je suis désolé. Jusqu'au moment où la crise est arrivée, où les artisans ont commencé à se rebeller, là, on a vu tout le monde dire attention, la directive des travailleurs détachés, il faut la remettre en cause. Le problème, c'est qu'on a perdu 10 ans et on a eu 1 million de chômeurs sous le gouvernement de M. Fillon, 1 million de chômeurs sous le gouvernement de M. Valls. Yves Linger, sur ce sujet. Oui, parce que ça, c'est bien joli, mais des pourcentages de garantie d'emploi à tel cas, ça passe fondamentalement déjà par l'emploi et pas par les marchés, les codes à revoir et ainsi de suite. Et la première chose à assurer, c'est tout simplement d'interdire les licenciements et de créer les emplois correspondants. On a, par exemple, là, en charge patronale, qui ont été dégagées d'une manière ou d'une autre, ne fût-ce que pendant le mandat récent, le précédent n'a pas fait mieux,
presque l'ordre de 60 milliards d'euros qui auraient très bien pu être utilisés. C'est l'ensemble des charges patronales, parce qu'eux parlent de charges, nous on parle de cadeaux. C'est l'ensemble des cadeaux qui ont été faits pendant l'année 2016. Avec ça, il y a de quoi assurer à hauteur des 1 700 € que nous revendiquons, 2 millions d'emplois dans ce pays, et bien d'autres choses. Comment interdire les licenciements précisément? Mais tout simplement en prenant les mesures nécessaires, parce que si on ne donne pas de l'emploi, si on n'augmente pas les salaires et si on ne diminue pas le temps de travail pour le répartir entre toutes les personnes qui cherchent du travail actuellement, on continuera à avoir 8 500 000 personnes pauvres dans ce pays. 16 millions de personnes qui cherchent un logement de qualité, etc., etc. Il faut l'attaquer à la racine et pas dans les mesurettes comme ont fait les gouvernements. Moi, je mets 75, moi, je mets 50, moi, je fais preuve sur mon territoire, à moi, de ce que je vais faire en politique. Et en réalité, c'est les mêmes mesures depuis Barre et puis ces différents TUC et compagnie. On arrose le jardin au lieu de le remettre en route correctement. Philippe Baumel, vous êtes socialiste plutôt tendance gauche du PS, si on peut dire, enfin, gauche de la gauche. Ça vous parle ces mesures? L'interdiction des licenciements, ça vous semble une bonne mesure? Je pense que l'interdiction des licenciements est complètement illusoire. Dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait interdire les licenciements parce qu'il y a une réalité économique qui s'impose et à un moment donné, quand une entreprise n'a plus de marché, elle ne va pas garder ses employés parce que tout simplement, elle ne pourra pas les payer. Donc, je pense en revanche qu'il y a des méthodes pour arriver à plus d'emplois. La question, par exemple, qui vient d'être évoquée, qui me paraît tout à fait juste, qui est celle du partage du temps de travail, me paraît tout à fait pertinente. Je rappelle que la dernière fois dans ce pays, on a créé 1 million d'emplois nouveaux. Ça a été grâce à la mise en place des 35 heures que M. Fillon veut abroger. Donc je lui souhaite vraiment qu'il n'y arrive pas au pouvoir pour pouvoir exercer ce type de réforme, parce qu'à ce moment-là, on va voir l'effet que ça va produire, notamment sur les chômeurs âgés, qui sont déjà particulièrement nombreux, et qui le seront davantage encore si on prolonge naturellement et on retire et on rallonge jusqu'à 65 ans la possibilité de pouvoir partir à la retraite. Je pense que tout au contraire, il faut partager le travail, parce que le travail est rare, parce qu'il y a aussi une robotisation qui est en marche, et donc il faut être en capacité de partager le travail pour partager les revenus et pour faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs dans ce pays. Et en attendant, pour aller dire aux gens de Digoin, de la filiale de Géberit qui est en train d'être liquidée, allez leur dire qu'on ne prend pas de mesures pour empêcher qu'ils soient licenciés. C'est pas ça, dans les c'est une semaines qui viennent. caricature. Il y a des mesures à prendre. Vous avez été au évidemment, pouvoir et vous n'avez rien de fait. C'est ça qu'il faut travailler. Dites-le à eux comme à Sanofi, comme à d'autres. Moi, j'ai le sentiment que ces discours, ils sont assez éloignés de la réalité économique. Quand j'entends M. Baumel et donc M. Hamon parler d'une taxe sur les robots, c'est complètement effarant d'être aussi déconnecté de la réalité économique. Aujourd'hui, laissez-moi terminer. Les pays européens mondiaux qui créent l'emploi, ce sont ceux qui sont les plus avancés en matière de robotisation. C'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, c'est la compétitivité des entreprises qui est en jeu. Et ça passe par les robots. Ça ne veut pas dire du tout suppression de l'emploi, bien au contraire. Ça veut dire suppression d'un certain nombre de tâches répétitives dans l'entreprise pour permettre d'être beaucoup plus compétitifs sur les marchés par rapport à nos concurrents qui sont passés à la robotisation depuis bien longtemps. Aujourd'hui, l'économie française, elle perd des paires de marchés parce que on n'est pas suffisamment avancé sur ces dossiers. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité économique mondiale aujourd'hui. Mais moi, ce qui me fait rire quand même, pour ne pas dire pleurer, c'est que sous les 10 dernières années, tous les fleurons industriels français pratiquement ont été lâchés par le gouvernement. Non, mais c'est vrai, regardez Alstom. Et là, je disais Macron. Faire du catastrophisme de cette façon-là. Ah oui, parce que vous êtes allé à Belfort. C'est tout à fait antipatriotique par rapport à votre pays. C'est pas antipatriotique, mais même Montebourg, vous ne connaissez pas la réalité même monsieur Montebourg s'en est indigné. Écoutez, venez de temps en temps visiter des entreprises. L'aéroport de Toulouse, c'est pas monsieur Macron qui a lâché l'aéroport de Toulouse. C'est qui a revendu Alstom à General Electric? Tout ça, ce sont des caricatures. C'est pas des caricatures. C'est pas des caricatures. C'est pas des caricatures. Monsieur, quand j'aurai votre âge, j'aimerais savoir quelles seront les puissances industrielles françaises. Et ça, c'est le problème. Et quand je vois qu'Alstom a été lâché à General Electric et qu'on sait que derrière, ce sera à terme la délocalisation de nos emplois, c'est scandaleux. Moi, je suis allé faire les manifestations à Belfort et je sais ce qui s'est passé. C'est qu'en réalité, votre gouvernement est totalement soumis à des intérêts privés qui sont malheureusement étrangers, qu'il n'y a plus de politique industrielle en France et qu'il n'y a plus de développement. Et c'est pas un cabinet noir, monsieur. Monsieur, c'est plus un cabinet noir. C'est le fait que vous vous soumettez dans vos décisions à Bruxelles, aux intérêts étrangers, aux intérêts financiers, et qu'il n'y a plus du tout de vision politique d'avenir. Regardez la situation du nucléaire, regardez la situation de l'innovation dans les nouvelles technologies. Il n'y a plus rien dans ce pays parce que des gouvernements ont abandonné les Français. Et ça me met hors de moi. On a entendu. Philippe Baumel, d'abord, la réponse.
Écoutez, moi je ne vais pas répondre à ces arguties qui, à mon avis, sont très très loin de la réalité des entreprises et de l'économie du pays dans un certain nombre de filières essentielles. Aujourd'hui, sincèrement, il y a un énorme effort qui a été fait par le gouvernement actuel et son prédécesseur, notamment dans la filière nucléaire. On le sait dans ce pays. Écoutez, pas plus tard qu'avant-hier, en Saône-et-Loire, Areva annonce qu'ils embauchent 200 personnes de plus. Si ça allait si mal que ça, je pense qu'ils ne le feraient pas. Pas plus tard qu'il y a un mois, Alstom annonçait aussi, dans ma circonscription, qu'il crée une 50aine d'emplois supplémentaires. Donc je pense qu'il faut regarder les choses en face. Il y a un certain nombre de grands groupes qui fonctionnent bien, qui attrapent des marchés sur le plan international et qui ont besoin d'être accompagnés probablement pour véritablement gagner davantage de marchés. Le président de la République est aujourd'hui à Singapour, notamment parce qu'il aura signé un certain nombre de contrats sur le Rafale et je ne pense pas que le groupe Dassault s'en plaigne particulièrement et encore moins les salariés du groupe Dassault. Je pense en vérité qu'il faut par contre être exigeant lorsqu'il y a des aides de l'État pour qu'elles soient fléchées véritablement, non pas vers les actionnaires mais vers les entreprises. La principale critique que j'ai eu à faire sur le CICE par exemple en tant que parlementaire socialiste, c'est qu'aucune condition n'a été mise à ce cadeau qui a été fait à un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, c'est à peu près 40 milliards d'euros qui ont été distribués. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que cet argent-là n'est pas allé vers l'innovation, pas allé vers la recherche de compétitivité la plupart du temps, il est allé vers les dividendes des actionnaires. Ça n'est pas acceptable. Je pense qu'en vérité, si on veut retrouver toute la force nécessaire à notre économie, il faut que lorsqu'il y a des aides publiques, véritablement, elles soient utilisées dans l'entreprise pour développer l'entreprise. Et il faut aussi que lorsqu'on constate qu'elle n'a pas utilisé cet argent correctement, il faut exiger le remboursement de ces aides. C'est ce que fait M. Bertrand, je crois. Il ne faudrait pas oublier non plus Alcatel. En région de France. Rapidement, Yves Ollinger, après on passe au chapitre éducation, parce qu'il nous restait très peu de temps. On va y arriver, mais je pense qu'il y a quand même une remarque à faire, c'est que tout ça, c'est par rapport à des situations qui sont en crise. On nous vend quelques embauches à Areva, etc., et où est la transition écologique? Quand est-ce qu'on se décidera à faire ce qui était engagé, au moins partiellement? On n'a pas fermé Fessenheim, aucune des promesses des candidats n'a été tenue là-dessus. On en est toujours à ne pas savoir quoi faire des déchets. On est toujours à vouloir installer une poubelle nucléaire à Bure, et ainsi de suite. La transition écologique est un engagement sur lequel l'ensemble de nos citoyennes et citoyens sont attentifs, et nous pensons que toutes les propositions qui sont faites là ont l'immense inconvénient de contourner complètement les conséquences de cette conception productiviste de la société. L'éducation, c'est l'un des thèmes que vous avez souhaité aborder également. François-Xavier Dugour avec François Fillon. L'éducation est-elle toujours nationale? Il souhaite que les collectivités territoriales décident des rythmes scolaires, plus d'indépendance des régions et des établissements. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'éducation nationale en France? Moi, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental dont on ne parle pas suffisamment. Sur ce sujet de l'éducation, 3 constats. Premièrement, notre pays, toutes les études internationales le démontrent, a une qualité d'enseignement pas suffisante, malgré les moyens considérables qui y sont donnés depuis de longues années. Deuxième constat, une inadéquation entre l'offre de formation et les besoins d'emploi. Et les besoins d'emploi dans notre pays, ils sont nombreux. J'étais hier aux rencontres organisées par l'UIMM en Côte d'Or. Il y avait 30 entreprises qui étaient présentes, 450 emplois à pourvoir aujourd'hui qui ne sont pas pourvus par l'offre de formation. Donc on a une vraie inadéquation. Et troisièmement, un problème que l'éducation, l'enseignement professionnel et technique aujourd'hui dans notre pays, il est dévalorisé. Donc on a un travail fondamental à faire. Ça passe par les propositions de François Fillon. Premièrement, d'agir sur les fondamentaux à l'école. À l'école, au collège, au lycée. Ça veut dire savoir lire, compter, calculer, lire et écrire. Ça, tout le monde est d'accord, a priori. Oui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut avancer la scolarité obligatoire à 5 ans. Il faut accentuer sur les enseignements fondamentaux. Quand on sort aujourd'hui de l'école primaire, il y a environ 40% des élèves qui ne maîtrisent pas véritablement la lecture, ni les chiffres décimaux. C'est quand même effarant. Et autre réforme fondamentale, développer l'alternance, développer l'apprentissage, pour que le lien entre l'entreprise et l'appareil éducatif soit beaucoup plus fort, donner plus de pouvoir aux régions, certainement, qui sont beaucoup plus proches des réalités économiques, pour adapter une offre de formation aux besoins des entreprises. Il y a de l'emploi en France.
Dans beaucoup de secteurs, aujourd'hui, il n'est pas pourvu parce que notre appareil de formation, notre éducation, elle est mal faite. Maxime Thiebaut, c'est le thème que vous souhaitiez développer aussi. Dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, on parle de conditionner le versement des allocations familiales à l'assiduité scolaire ou encore de remettre sur le terrain des personnels administratifs. Ça veut dire que les profs ne font pas leur boulot aujourd'hui ? On souhaite surtout leur redonner un statut. Parce que le problème, c'est que les professeurs aujourd'hui, moi, mes amis qui sont professeurs, ils sont payés au lance-pierre. Donc c'est un métier qui n'attire plus. Et pourtant, ce sont les hussards de la République, c'est-à-dire ceux qui doivent instruire notre population. Déjà, un symbole très simple, on ne veut plus parler d'éducation nationale, mais d'instruction publique. Parce que l'objectif de l'école, c'est de sortir en sachant lire, compter et en connaissant l'histoire de notre pays. Et le vrai problème, c'est qu'on a totalement abandonné cette vision-là. On a préféré mettre en place des nappes qui ont permis à des gamins de jouer à la baballe à la fin des cours, plutôt que leur aider à apprendre des enseignements fondamentaux. Et ça, c'est scandaleux, parce que l'idée derrière, c'est quand même d'avoir un peuple cultivé. Vous savez, il y a une citation de Condorcet qui est très bien, qui disait « l'ignorance toujours mène à la servitude ». Et c'est ça le vrai problème. Philippe Baumel, sur ces mises en place de nouveaux systèmes, de nouveaux rythmes, beaucoup veulent abroger les nouveaux rythmes scolaires et la réforme du collège. Alors, sur les nappes, en fait, les nouveaux rythmes scolaires qui ont été envisagés, qui ont été mis en place, il faut rappeler que c'est une réforme d'égalité. Nous avions constaté, et pas nous les politiques, mais l'ensemble de ceux qui se préoccupent de l'environnement de l'école, qu'il y a de très fortes inégalités par rapport à l'accès à la connaissance, par rapport à l'accès à un certain nombre de vecteurs culturels qui existaient partout sur le territoire national et qu'il fallait essayer de les corriger. Ce que je constate, moi, personnellement, même dans ma circonscription, c'est que les nappes ont été mises en place à géométrie variable en fonction des moyens que les collectivités ont bien voulu mettre à disposition en fait de ceux qui aujourd'hui participent à ces nappes. Je suis d'accord sur cette remarque parce que je pense qu'en vérité il lui fallu envisager un financement par l'État, au moins partiel, de ces nappes pour qu'on soit sûr de pouvoir aussi vérifier la qualité de la formation qui est afférente. Et c'est d'ailleurs ce qui est proposé aujourd'hui par Benoît Hamon, qui veut véritablement pouvoir remettre en selle les nappes, pouvoir contrôler ce qui est fait à travers. Je rappelle quand même aussi, par rapport à ce qui a été dit généreusement par M. Dubourg il y a un instant, juste un instant, qu'en vérité, lorsque François Fillon était au pouvoir, il a quand même supprimé 12 000 postes d'enseignants. Donc je pense qu'il y a mieux à faire. Yves Langer, on a la qualité de l'enseignement et la revalorisation du métier de l'enseignant. Yves Langer, 30 secondes sur l'éducation. La qualité de l'enseignement passe aussi par l'arrêt des suppressions de postes systématiques et qui n'ont pas seulement été le fait de l'avant-dernier mandat. C'est une politique assez généralisée. Je rappelle que antérieurement, on avait aussi retiré de l'éducation nationale les personnels administratifs qui sont quand même un maillon indispensable du bon fonctionnement, car tout ne repose pas sur les enseignants. Nous avons recréé 60 000 postes quand même en 5 ans. Et oui, et il en manque des dizaines de milliers. Donc il faut continuer, pouvoir effectivement arriver à autre chose qu'un enseignement qui soit un enseignement, je dirais, de masse, comme on le fait actuellement, alors qu'on a besoin d'une situation, les sardines, on peut les mettre 20 par boîte, mais pas les enfants qu'on forme. Et si on veut qu'ils aillent vers effectivement des solutions, des perspectives, il n'y a pas seulement les enseignements fondamentaux, il y a aussi le savoir exister dans la société. Et ça sera le mot de la fin. Merci. Dans un fonctionnement général. Merci. Et avec des effectifs réduits par classe également. Merci à tous les cas d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir regardés. Dimanche en politique, deuxième partie avec Francis Letellier. C'est juste après l'info en Bourgogne présentée par Emmanuel Pinsonneau. N'oubliez pas le 110, le site d'action pour vos promesses de dons. Très bon week-end, bon dimanche sur France 3. Lundi,